Bienvenue à ce 4e topo de la conférence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian, je travaille à la société Lesterius, au service FM Connection, responsable de l'hébergement pour la société. Je fais aussi de l'élevage de lombrics à des fins écologiques, pour recycler mes déchets. Et pour ceux qui me connaissent peuvent observer un changement de taille, parce que j'ai les cheveux courts. J'en ai perdu pas mal dans la bataille, mais ça va repousser. Voilà. C'est une session qui va parler d'une des nouveautés de FileMaker 16 et donc du multi-worker. Donc pour ça, on va voir ça en 5 points. L'architecture, comment ça... donc l'architecture du multi-worker, comment ça s'installe, de manière assez rapide bien sûr. Comment FileMaker Server gère la répartition de charges. Qu'en est-il du reste des technologies de FileMaker Server et les problèmes que vous pourriez éventuellement rencontrer. Architecture. Sur un serveur en déploiement simple, donc toutes les technologies du serveur sont sur la même machine. Donc ça inclut la partie web, la partie moteur de publication web, notamment responsable du web direct, et la partie serveur de base de données, pour vraiment héberger la base de données FileMaker. C'est sur ce genre d'architecture, on peut y mettre sans connexion web direct, à condition d'avoir une machine bien dimensionnée pour pouvoir encaisser ce nombre de connexions. En revanche, sur un déploiement multi-machine, multi-worker, c'est la même chose. On a donc toujours une machine maîtresse qui va gérer les connexions à la base de données, donc il y a des FileMaker Pro. On va toujours avoir un moteur de publication web qui va gérer lui-même des connexions web directes et la partie serveur web. Sur les machines esclaves ou worker, je vais plutôt utiliser worker. Voilà, on a donc un moteur de publication web et une partie de la partie serveur web, uniquement à des fins de gestion de connexion web directe. Donc concrètement, avec un déploiement multi-machine et là en l'occurrence 2 machines, on va pouvoir gérer 200 connexions web directes. Et dans notre cas, FileMaker 16, on va pouvoir aller jusqu'à 5 serveurs, serveur master inclus, et 4 serveurs worker, donc on va pouvoir gérer jusqu'à 500 connexions web directes. Donc comme je le disais, la machine master va pouvoir gérer absolument toutes sortes de connexions en ce qui concerne le FileMaker, Pro, Go, Web Direct, XML, PHP, la totalité des technologies que l'on connaît. Les workers, eux, par contre, ne vont se charger que des connexions web directes. C'est important. Au niveau de l'installation, rien de très très compliqué, ça demande juste quelques petits prérequis, dont un qui est très important, qui est donc d'avoir un FQDN. Alors qu'est-ce qu'un FQDN ? C'est une adresse unique que l'on va affecter à notre serveur. Donc là, en l'occurrence, c'est master.mycompany.com. Ça pourrait être concombre.mycompany.com. Il n'y a absolument aucune limite à ça. Voilà, donc c'est bien un nom unique à dédier à chaque machine. Il va nous aussi falloir un certificat SSL. Donc, il y a plusieurs familles de certificats SSL. Donc, il y a les certificats une adresse, un domaine, qui ne concerne qu'un seul FQDN. Donc si on a 5 machines, il va nous falloir 5 certificats SSL. Et on a les certificats génériques, ou wildcard, qui cette fois-ci vont pouvoir couvrir la totalité des sous-domaines d'un même domaine. Donc pour le domaine mycompany.com, on va pouvoir mettre une infinité de machines et de sous-domaines à faire certifier par notre certificat. Voilà, dans un souci de rentabilité, parce que ça coûte assez cher, l'idée c'est de prendre ce genre de certificat seulement quand on a beaucoup d'adresses à certifier. Pour 5 machines, ça vaut pas forcément le coup. Au niveau des ports, puisque du coup, qui dit serveur de base de données dit échange avec l'extérieur, la plupart du temps.
Donc il va falloir ouvrir des ports. Donc, sur notre machine master, on va ouvrir la totalité des ports qui sont nécessaires à l'utilisation de FileMaker. Donc le port 80 et 443 qui correspondent à des ports de web. Donc 80 pour les appels HTTP, 443 pour les appels sécurisés, donc via HTTPS. Le port 5003 pour ce qui est FileMaker Pro et FileMaker Go, 16000 pour l'admin console, et 16002 par contre là, pour la communication interne de FileMaker entre le master et ses workers. Pour le worker, on ne va utiliser que le port 16002, parce qu'il a besoin de communiquer avec son master, et les ports 80 et 443, puisqu'on parle de web direct, donc forcément, appel HTTPS via navigateur web. Voilà, première étape. Installer son serveur master. Donc on va l'installer, suivant. On va le déployer. Point important, c'est pour l'instant un bug, qui sera, je l'espère, résolu, mais le nom du serveur doit correspondre à son FQDN. C'est-à-dire qu'habituellement, on va pouvoir mettre en nom de serveur mon beau serveur. Là, non, il faudra bien mettre master.mycompany.com, par exemple. Et il faudra importer son certificat TSSL. Étape 2. Idem pour le worker, donc on installe sa machine, on installe son serveur, on importe le certificat, et à la fin du déploiement du worker, on va le connecter à son master. Donc à la fin du déploiement du worker, on va avoir cette petite page-là, qui va nous demander quelques renseignements. Donc le nom de la machine master, le nom de la machine worker, et les identifiants de l'admin console du master. Voilà. On ajoute au master, et ensuite ça fonctionne. C'est-à-dire que là, c'est une image de l'admin console du master, et l'on voit bien que en machine disponible pour faire du web direct, on a donc le master, puisque lui-même contient un moteur de publication web, et donc le worker qui fait office de deuxième machine. Plus on va en mettre, plus on aura ces lignes-là, donc avec les différents workers. C'est d'ailleurs sur l'admin console qu'on peut supprimer des workers ou faire quelques petits réglages. Voilà. La répartition de charge. Donc comment FileMaker Server gère sa répartition de charge. Il y a donc le serveur master va faire office de load balancer ou équilibreur de charge. C'est lui qui va décider où balancer les connexions pour avoir un maximum d'équilibre entre les différents serveurs. Le master ne va pas gérer de connexion web direct pour le moment. Il va tout d'abord déléguer toutes ses connexions vers les différents workers jusqu'à être rempli en fait. Et il y a aussi une gestion des URL à la volée. C'est-à-dire que quand on va faire un appel au web direct, une fois que le master aura fait sa répartition de charge, l'URL va changer. Ça reste assez transparent pour l'utilisateur. Donc voilà. Schématiquement, qu'est-ce que ça donne? Donc, le client web direct va faire appel à la base contact sur le master directement, qui lui va regarder que entre ces différents workers, l'un a 15 connexions, l'autre aussi, mais le dernier n'en a que 14, et va dire bon, je vais t'envoyer sur le worker numéro 3. Il passe par une redirection temporaire qui est renvoyée au client. Le client va ensuite faire appel donc au worker directement. Et c'est bien le worker numéro 3 qui va servir la base. Donc, le master intercepte toujours les premières connexions. Voilà, puisque c'est lui qui va vraiment équilibrer les charges entre les différents serveurs. Admettons que l'on veuille chanter un peu le système et que l'on veuille faire appel directement à notre base contact sur le worker numéro 1. Donc, ce qu'on fait, le worker numéro 1 fait quand même appel au master et lui demande est-ce que tu veux pas vérifier? Le master regarde les différents statuts de connexion, voit que sur le worker numéro 3, il n'a que 14 connexions, et rebelote, redirection temporaire, vers le worker numéro 3, et le client est redirigé du coup sur le bon serveur, et c'est bien le serveur numéro 3 qui sert la base en web direct.
Alors du coup, si les workers sont occupés tous à 100%, donc c'est le master qui prend le relais. Parce que du coup, avec un total de 4 workers, on ne gère que 400 connexions web directes. Et il en reste 100 qui sont à disposition du master. Et c'est vraiment en tout dernier lieu que lui va gérer ses connexions web directes. Schématiquement. On fait appel au master qui dit bah non, tout le monde est plein, donc c'est moi qui vais te servir la base de contact en web direct. Alors du coup, pour les autres technologies. Voilà, donc si on veut mettre des scripts PHP ou un site web sur un worker, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a mis un script PHP différent sur chacun des serveurs pour voir comment ça se passait, et on teste directement de faire appel à un worker. Donc, chacun a une réponse bien déterminée. Donc là encore, donc on fait appel au worker numéro 1 qui redirige vers le master. Le master répond via le worker, et c'est bien le script PHP du master qui est pris en compte, pas les autres. Donc là, il faut bien comprendre que c'est le master qui s'occupe de ça. Il est inutile de mettre quelque chose sur les workers puisque ça passera outre, ça ne sera même pas utilisé. Donc, dans le pire des cas, on va faire travailler un worker pour rien, puisqu'il sert quand même de relais. Et c'est tout. On constate que l'URL ne change pas, c'est-à-dire que bien que ce soit le master qui répond, c'est l'URL qui est utilisée et par laquelle le script répond, c'est bien par l'adresse du worker. Donc il y a un effet de streaming entre le master et le worker. Idem pour le XML. Et pour l'API, parce qu'on a pas mal parlé d'API, qu'est-ce qui se passe? Donc on fait appel à notre API, sur le worker numéro 1 toujours. Celui-là va faire appel au master. Et le master va dire, il va faire un autre style de redirection, il va dire, j'ai trouvé, mais c'est pas au bon endroit. Et là, le master reprend le relais, et du coup, c'est lui qui va servir le résultat de la requête faite en API. Ouais. Alors par contre, voilà, ce n'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec les statuts GET, les requêtes en GET. C'est-à-dire que le master va être capable de renvoyer le résultat d'un GET. Par contre, sur un POST, malheureusement, la requête n'arrivera pas au bout de ses redirections et on tombera sur une erreur, sur un échec. Ça ne marchera pas. Donc il faut s'adresser au master directement. Au niveau des problèmes éventuels qui peuvent être rencontrés, le master ne reconnaît pas ces différents workers. Donc, comme je le disais, pour l'instant c'est un bug, mais si le nom du serveur ne correspond pas au FQDN, malheureusement les workers ne seront pas pris en compte pour le web direct, ça ne marchera pas. Donc dans ce cas-là, très simplement, on supprime son worker, donc via l'admin console du master, on l'élimine, et on change le nom du serveur, que ce soit du master ou du worker, ça dépend de là où on a fait l'erreur. On redéploie et on rebelote, on reconnecte les différents workers au master. Pour éviter de perdre du temps, autant pas se tromper du premier coup. Et parfois on peut avoir un souci de worker et de master qui n'arrivent pas à bien communiquer. Donc, comme je le disais, au niveau des prérequis, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'ouverture des ports. Et pour que le master et les workers communiquent correctement, il faut ouvrir les ports 16002. Voilà. Donc avec ça, normalement, on devrait arriver à quelque chose qui fonctionne et qui communique bien. Donc en récapitulatif, toujours utiliser l'adresse du master. Dans le meilleur des cas, on va avoir quelque chose, on va être redirigé correctement, ça va fonctionner. Et dans le pire des cas, on va tomber sur des erreurs de redirection, ça ne va pas marcher. Donc, autant utiliser toujours le master, plus efficace. Les workers, comme je le disais au début, du coup, ne sont utilisés, n'ont vocation en tout cas de ne fonctionner qu'en web direct, pour les connexions web direct. Donc, inutile de mettre d'autres choses dessus. Pas de PHP, pas de XML, pas d'API.
Je le répète encore, on utilise le FQDN comme nom d'hôte, des problèmes, et donc les ports 16002 sur les masters et sur les workers. À ouvrir. Et c'est déjà fini. Petite question, est-ce que au niveau des workers, il faut mieux multiplier le nombre de machines ou avoir des machines avec la CPU plus importante? Parce que ça sera pas le disque dur, mais quel est ton conseil? Effectivement, tout dépend du nombre d'utilisateurs que l'on va avoir au final, évidemment. Mais si par exemple on sait qu'on a 50 utilisateurs, mieux vaut rester sur une grosse machine master plutôt que de s'amuser à faire de la répartition entre 5 machines, entre 4 machines, et de se dire voilà, comme ça il y aura 10 connexions par machine. Non, pour 50, c'est à titre d'exemple, autant rester sur un gros master que plusieurs petites machines. Ou plusieurs grosses machines, mais peu importe. Le seul critère de load balancing, c'est le nombre de connexions. Ça prend Oui. pas en compte la bande passante ou quoi que Non. ce soit. Non, seulement le nombre de connexions. Voilà. Plus rien. Merci. Tu as parlé de l'URL dynamique, Oui. de comment on contacte le master. Oui. Mais après, si pour le load balancing, on est renvoyé sur un des workers. Ça arrive la première fois qu'on essaie de contacter le master. Okay? Oui. Et donc, après, on est quand même lié à ce worker. S'il y a un problème de connexion avec ce worker-là, on perd la connexion. C'est correct. On n'a pas une façon d'être redirigé automatiquement. Alors, en fait, comme le master va toujours intercepter la première connexion, j'allais dire, on va sans parler de perte de connexion, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de rafraîchir sur du web direct. On nous demande de nous reconnecter. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, le master va reprendre le relais, de toute façon, et va rediriger au bon endroit. Ok. Voilà. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si un worker tombe en rade? Il est plus utilisé. Il est plus utilisé. Est-ce que le master détecte que qu'il a un worker en rade? Ce qui fait que d'autres personnes qui arrivent en connexion normale par le master, est-ce qu'elles sont Oui, non. bien redirigées vers les deux workers qui sont Oui. actifs? Ça, c'est certain. C'est sûr. Ouais. Il n'y a pas de voie de garage, quoi. Non. Prochaine session, déjeuner. Et ensuite, après le déjeuner, donc une session par Vincent Miano sur les variables et les données externes de FileMaker.